Hello tout le monde, on termine avec la série de 3 épisodes sur les jeux de pouvoir et dans cet épisode nous allons éclairer avec Yann et Aude pourquoi c'est si difficile d'en sortir de ces jeux de pouvoir dans lesquels nous sommes intriqués, nous sommes un peu capturés et comment aussi on va avoir les moyens de s'en sortir. Et c'est toi Aude qui va prendre la suite et puis Yann va nous partager aussi ses solutions. Oui, très bien. Salut à toi encore et à Yann aussi. Oui, Yann nous a déjà mentionné certains aspects de pourquoi c'est difficile de s'en sortir par rapport aux coûts irrécupérables quand on s'est déjà beaucoup engagé, on a beaucoup investi, qu'il est difficile de faire face à la réalité parfois quand une relation se révèle trop toxique, nocive ou quand on fait face à un groupe ou peut-être une entreprise où on n'a plus sa place. Mais parfois, ça prend beaucoup de temps avant de vraiment prendre la décision, de se libérer, de sortir de cet engrenage, on pourrait dire. Moi, j'aime bien parler d'engrenage. La difficulté aussi que Yann mentionnait de reconnaître qu'on a pu se tromper dans notre jugement aussi, ce qu'on voit beaucoup justement dans le phénomène des gourous déchus, si on peut dire, dans les mouvements spirituels. Et puis ce qui m'amène à une notion que je trouve aussi intéressante, c'est cette idée, on l'a évoqué un peu dans le premier épisode, que en fait, on n'a pas non plus un manipulateur qui débarque et puis qui a plein pouvoir sur tout le monde. C'est que il y a quand même un emboîtement, quelque chose qui se joue entre on va dire cette personne-là et un récepteur, on pourrait dire, et qui permet, d'une certaine manière, que ça soit consciemment ou pas, qu'il y ait un certain passage un dépassement de frontières, on pourrait dire, que les frontières ne soient pas intègres et qu'on fasse quelque chose ou qu'on se retrouve dans une situation qu'on ne veut pas malgré soi. Voilà. Et on a vu que ça, c'était des leviers qui étaient, comme nous a très bien expliqué Yann, qui étaient employés par rapport à des besoins non remplis qu'on porte en nous, tels que besoin de reconnaissance, d'approbation, d'inclusion, faire partie d'un groupe, la recherche de sens, d'idéal et une mission, une cause, etc. Ça peut être beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la notion en anthropologie de charisme. Ouais. Donc le charisme, comme j'ai fait pas mal de recherches dans les milieux spirituels dans mon parcours en anthropologie à Taïwan notamment, j'ai été pas mal dans ces communautés spirituelles et j'ai beaucoup observé en fait ces dynamiques de pouvoir entre le gourou et les disciples, on peut dire, ou la communauté spirituelle qui gravite autour. Et il y a un anthropologue, Charles Lindholm, qui parle très bien de ce phénomène de charisme parce que c'est pertinent parce que le leader n'est jamais charismatique tout seul. Le leader a besoin d'un groupe qui projette sur lui des attentes, qui le trouve charismatique du coup, tout comme les acteurs, les politiciens. On voit ça, c'est universel dans toutes les strates de la société, on a ces phénomènes-là. Donc, cette projection le besoin de sens, de sécurité, d'identité, de cohérence, de se transformer, de trouver une voie spirituelle ou je ne sais quoi. Et puis, ce phénomène de charisme, il est particulièrement puissant quand on est dans des périodes de crise. Les personnes qui vivent des crises existentielles, perte de repères, en deuil, en divorce, avoir perdu. Donc, des périodes où on est très déstabilisé. Et particulièrement peut-être plus j'ai pu rencontrer des personnes que j'ai interviewées et qui admettaient que elles avaient besoin temporairement pendant un certain nombre d'années de pouvoir vivre au sein d'une communauté, même en voyant les déviances en fait que
que comportaient en fait ces groupes-là, avec des systèmes de punition, de choses qui sont quand même assez un peu effrayantes. Mais les personnes restent quand même, hein. Donc il y a ces phénomènes-là. Et donc c'est une relation charismatique, c'est une dynamique, hein, qui ne peut pas prendre place sans une forme de consentement, hein, de la personne. Il y a aussi le psychiatre américain Gerald Post. Je m'étais inspirée aussi de ses travaux pour des recherches. Il a beaucoup étudié justement les leaders charismatiques, les leaders politiques, les mouvements extrémistes justement, les organisations terroristes ou radicales, etc. Et il explique bien que un leader, il a besoin de quoi? Il a besoin d'être admiré. Il a besoin d'être reconnu dans sa puissance. Il a besoin d'exercer son influence sur quelqu'un, hein, ou sur un groupe. Et les suiveurs ou lui il parle de leader followers, donc les suiveurs ou les disciples ou l'assistance, on va dire, son assistance, elle a besoin de trouver du sens, appartenir à un groupe, se sentir protégé, souvent par justement le groupe, cette communauté, et réduire l'incertitude. Ça répond à une de nos peurs fondamentales, parce que le cerveau a beaucoup de peine à gérer le phénomène de l'incertitude, en particulier quand elle est cumulée, hein, sur différents plans de l'existence. C'est un des plus gros stress pour le système nerveux. Et puis trouver une direction, une voie, parfois même une voie de salut, hein. Mais en fait, ces leaders ne partagent pas de manière égalitaire du tout leur pouvoir, hein, parce que c'est eux qui instaurent les règles, qui décident de où se trouve la vérité, c'est eux qui sanctionnent et c'est eux qui donnent les récompenses ou les privilèges à certains, hein. Et puis aussi, il expliquait vraiment bien comment ces leaders se mettent dans des positions où ils remplissent tellement de fonctions différentes que c'est parfois tellement difficile de quitter tout ça. Comme Yann, tu le mentionnais dans l'épisode précédent, typiquement avec la figure paternelle, par exemple. Quand il y a quelque chose qui est pas résolu avec une figure paternelle, elle peut se répercuter sur l'image d'un gourou charismatique, par exemple, enfin qu'on va trouver charismatique, hein. Donc il peut remplir le rôle de la source de la vérité, la source de l'approbation, de la reconnaissance, de la communauté, hein. Sans lui il n'y a pas la communauté, donc c'est lui qui décide qui sort, qui rentre aussi, hein. Et puis c'est lui qui protège, et puis parfois c'est lui-même la source du salut, hein. Et d'autres chercheurs expliquent aussi encore comment c'est aussi celui qui crée le chaos et qui ensuite, volontairement, hein, qui va bousculer tellement la structure de la personne, hein, parfois même avec des coups physiques, hein, avec des maltraitances et tout ça, de manière à ce qu'après, il arrive aussi comme celui qui ramène l'ordre et l'harmonie. Avec une structure à suivre, des méthodes, fais ta méditation, fais tes choses et tout ça. Fais tes prières, fais tes mantras et tout ça. Juste pour prendre quelques exemples. Donc cette emprise, elle vient pas forcément uniquement de la force de ce leader, mais c'est vraiment, on voit que c'est une dynamique relationnelle, hein, où la personne peut devenir progressivement dépendante, codépendante en fait, parce que lui a tout autant besoin aussi de son audience, hein. Et il a besoin d'entretenir du coup cette dépendance aussi. Voilà. Je sais pas si ça vous parle, si vous pensez à des exemples ou que vous connaissez des groupes où il y a ce genre de phénomène. En fait, ce que tu dis, Aude, ça me fait penser à Donald Trump, qui en fait est devenu expert dans l'art de choquer, mais en fait faire parler de lui.
Et dans ce mécanisme qui est un peu malheureux, hein, je trouve aujourd'hui, c'est que si tu fais parler de toi, même si tu fais parler de toi en mal, au moins tu fais parler de toi, donc tu attires l'attention et donc tu es sous le feu des projecteurs. Et ça peut être même un peu comment dire, de façon choquante pour beaucoup, mais tu restes sous le feu des projecteurs. Et son art à lui, c'est de rester sous le feu des projecteurs tout le temps, parce qu'il est tout le temps en train de refaire des choses qui vont. Et je trouve qu'il y a quelque chose de charismatique, malheureusement, dans ce processus-là, qui fait que il reste sur le devant de la scène, en fait, à travers ça. Hein. Donc, on voit qu'il y a plein de manières d'être charismatique. Ça peut être en disant des choses choquantes, ça peut être en faisant des choses qui sont pas OK. Et puis, bien sûr, après, il y a une certaine audience qui est là pour soutenir le processus et pour donner du crédit aussi, hein, et valoriser la personne. Voilà. Et puis ces mécanismes, évidemment, ils sont assez délicats parce que on voit, par exemple, chez Donald Trump aussi, typiquement, son entourage a peur de lui. Et il y a il y a une insécurité psychologique au sein des groupes qui font que les gens, ils osent pas dire quand il y a quelque chose qui va pas. Et ça aussi, c'est le propre des gourous, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui va pas, quelqu'un qui dit quelque chose en disant ça ne joue pas ce qui se passe en ce moment, cette personne, elle va être mise de côté, elle va être il y a une espèce d'homogénéité, il y a une espèce de staff de protection qui fait que ils peuvent pas être attaqués parce qu'il y a tout le monde qui joue le jeu au fond. Et je trouve ça se voit autant dans les mouvements spirituels que typiquement dans la politique où c'est les mêmes dynamiques à l'œuvre en fait. Hein. Il y a des gens, là en l'occurrence le Parti républicain s'est complètement soumis à Donald Trump et donc à sa vision du monde. Et n'a pas contesté quoi que ce soit. Et c'est ce qu'on voit aussi dans des grands mouvements spirituels. C'est-à-dire que le gourou, il peut faire n'importe quoi, les gens vont pas oser le contester à haute voix. Et donc ça peut continuer pendant des années en fait, des comportements toxiques. Ouais. Et justement, pourquoi, et c'est le thème de l'épisode, c'est si difficile d'en sortir? Est-ce que c'est l'intrication émotionnelle, le fait d'être choqué, donc du coup emprisonné parce que sinon ça va être pire, donc les différentes réactions émotionnelles? Est-ce que tu peux nous éclairer, Aude? Et puis tu nous partageras les moyens de nous en sortir aussi derrière Yann. Je pense que chaque situation a un contexte vraiment spécifique, donc il faudrait vraiment étudier chaque cas séparément. Mais dans ce que Yann disait par rapport à Trump, c'est qu'il y a aussi l'effet de sidération, parce qu'il y a clairement un agenda de comment on dit, disruptor, tu sais, de génération du chaos, clairement, qui est une stratégie, hein, qui fait qu'il y a une telle sidération face au nombre de changements radicaux qui ont lieu chaque jour dans sa manière de gérer son administration, de donner des ordres, etc., de faire toutes ces réformes, qu'au final, plus personne n'a moyen d'y répondre de façon régulée. C'est pas possible en fait. Hein. Je pensais aussi au phénomène Tom Cruise avec l'Église de Scientologie. C'est pas anodin parce que on sait combien il y a d'abus. De plus en plus maintenant, il y a les survivants qui révèlent tout ce qui se passe à l'intérieur de ce groupe, y compris la nièce même du leader, hein, de ce groupe, de cette église, qui dénonce les abus, le contrôle coercitif dont on parlait dans l'épisode précédent, hein, qui est vraiment cette architecture des stratégies de domination, hein, qui maintiennent l'emprise sur des individus. Hein, que ça soit des communautés ou des personnes individuelles, voilà. Donc malgré le fait, ça rejoint ce que tu disais aussi dans l'épisode précédent, Yann, par rapport à nos propres incohérences, c'est que on sait mais on laisse faire. Hein, on sait qu'il y a ces choses-là qui se passent, on sait qu'il y a des tas d'abus au niveau des camps de travail, des enfants, par exemple dans ce groupe-là. Il y a eu déjà tellement de témoignages avec les données qui se convergeaient là-dessus, mais malgré tout, on continue de ne pas se montrer critique vis-à-vis de Tom Cruise, au sens
de la société par rapport à la responsabilité vis-à-vis notamment de ces enfants, mais aussi de toutes les potentielles victimes d'emprise et d'abus. Qui perdent justement, comme on disait dans la définition de l'emprise, la capacité à l'autonomie, à leur propre jugement et à pouvoir faire confiance dans leur propre perception. Toutes ces choses-là qui sont absolument retirées finalement, dissolutes, quand on est dans ces phénomènes d'emprise sur une certaine durée. Voilà. Et puis oui, effectivement, on va arriver également à comment on s'en sort. Mais avant ça, j'aurais bien voulu parler justement de faire le lien avec la neurobiologie du trauma, par rapport à ma pratique de thérapeute en régulation nerveuse. Et qu'est-ce qui se passe aussi au niveau de l'attachement? Parce qu'il y a ces différentes choses qui sont fondamentales, qui peuvent maintenir justement les gens dans ces systèmes. Quand bien même il y a une grande souffrance, quand bien même, en fait, il y a même une conscience que ça ne va pas, que ça n'est pas OK. Donc, intellectuellement, on le sait, mais le système nerveux, lui, il est mobilisé à un autre niveau qui fait qu'on ne peut pas prendre de décision pour sortir de là. Alors, peut-être, qu'est-ce qui se passe? Déjà, comme on mentionnait, un système nerveux qui est dérégulé, quand on a tout le temps peur, quand on est dans l'hypervigilance chronique, ça génère une suradaptation qui est généralement inconsciente, où on va toujours aller chercher en permanence à répondre à l'imprévisibilité, qui est détectée par notre système nerveux comme un danger, comme une menace. Donc on va toujours essayer de anticiper, réparer et retrouver aussi quelque chose de positif au sein du système auquel on peut se raccrocher. Il y a aussi cette histoire d'attachement qui est important. Parce que on voit souvent dans ces systèmes, dans ces phénomènes d'emprise, une alternance entre la sécurité et la menace, le rejet, puis la réconciliation et la proximité ou l'intimité. Ce qui fait que le cerveau ne reçoit jamais un signal clair et sécure. Donc il y a un effet comme ça d'une perte de repère. Il sait pas à quoi s'attendre. D'où justement l'hypervigilance chronique, qui épuise d'ailleurs le système, qui est quelque chose qui a un coût, qui est pas anodin du tout. Et donc on rentre aussi avec ces fameuses mécaniques d'état de stress traumatique, d'état de stress quand le stress est tellement intense qu'on rentre dans des épisodes de dissociation, de phoning, où on se soumet à la volonté de l'autre ou dans la relation pour pas perdre le lien, pour pas perdre justement, compromettre la relation, pas mettre en colère non plus, pas rejeter, etc. Et éviter absolument les conflits. Donc il y a tous ces choses-là qui se jouent avec une peur aussi des répercussions, des punitions, etc. Et bien sûr que ça se joue aussi à un niveau individuel. Par exemple, quand au début d'une relation, il y a un affect qui est fort, et c'est valable aussi au niveau du groupe. Puis tout à coup, il y a de l'humiliation. Puis après, il y a des excuses. De nouveau de l'affection ou de la réconciliation. Puis après, il y a de nouveau un rejet ou une humiliation, une autre. Après, il y a de nouveau des excuses et puis une réconciliation. Puis après, on te donne quand même un peu plus de privilèges qu'avant, etc. Donc, il y a cette espèce d'effet de ping-pong ou de yo-yo plutôt, de yo-yo, où le système nerveux peut pas se dire cet environnement, ce terrain est dangereux, donc je pars. Mais c'est plutôt comment faire pour retrouver la version qui est OK, la version qui est aimante de cette personne, ou la version qui est paisible dans cette communauté, telle que ça l'était au départ. Il y a comme une recherche en fait du retour du soulagement, de l'état de soulagement.
Hein. Et d'après les neurosciences, c'est ça qui est le plus entre guillemets addictif d'une certaine manière. C'est ça qui crée justement des attachements plus forts. C'est quand il y a cette imprévisibilité de la récompense. C'est plus puissant que quand la récompense est saine et régulière. Hein. Et quand c'est intermittent, c'est ce qu'on appelle justement le renforcement intermittent. Eh bien, c'est justement ce qui crée ces mécanismes un peu addictifs au final, hein, où les circuits dopaminiques sont complètement altérés dans le cerveau. Un exemple, c'est les jeux d'argent. On sait qu'on a beaucoup de chances de pas gagner, mais de temps en temps, on sait qu'on peut gagner. Donc, on joue, et le moment où on gagne, eh ben, ça déclenche une telle récompense au niveau neurochimique que on y retourne, en fait. Il y a quelque chose en nous qui peut pas s'en empêcher. Et on voit tout à fait, en fait, l'idée que c'est une dynamique vraiment relationnelle, comme tu en parlais au démarrage de l'épisode, et que il y a l'idée d'addiction à j'ai quelque chose qui va me faire du bien, même si je dois passer par quelque chose qui me fait du mal et que j'ai du mal à en sortir et j'ai du mal à trouver mes solutions pour que ce soulagement ne vienne pas de cette imprévisibilité, de cet état de sidération ou de ce que je revis d'enfant, de trauma ou autre, qui est du connu dans mon système nerveux et qui est le chemin le plus facile pour développer ma dopamine, me sentir voilà finalement en lien avec l'amour que je reçois d'une manière ou d'une autre, une forme qui en tout cas est connue par rapport à ce que j'ai vécu. Et comment, et c'est là où on va, dans cette dernière partie d'épisode et terminer cette série, comment on peut faire, Yann, pour en sortir ? Quels sont les moyens de sortir de ça, une fois qu'on a bien fait tout ce topo, qu'on voit qu'il y a des jeux de pouvoir, qu'on voit que justement il y a des dynamiques émotionnelles, neurobiologiques du trauma. Comment on peut sortir de ça ? Parce qu'on sent que là, mais voilà, quelle est la porte de sortie ? Le chemin a l'air vraiment labyrinthique. Ouais. Et c'est complexe parce qu'il y a plein de manières de sortir aussi. Il y a des gens qui vont se baser sur leur ressenti physique et puis s'ancrer, s'enraciner, se renforcer quelque part physiquement. Tu vois, je pense que d'aller faire du sport, par exemple, et puis se défouler, puis retrouver une forme d'énergie physique, ça peut être un moyen, tu vois. Il y a des gens qui vont plus être dans, ça peut être par exemple, j'écris et je mesure en fait quels sont mes besoins satisfaits, mes besoins insatisfaits, qu'est-ce qui se passe dans cette relation, qu'est-ce que je vis, est-ce que c'est ok. Souvent il faut une tierce personne pour avoir un regard neutre, pour nous montrer qu'en fait ça va pas et ça joue plus et qu'il faut vraiment sortir de ça. Mais il faut que ce soit en accord aussi avec quelque chose que je ressens et que j'ai envie moi de faire. Donc c'est souvent un long chemin en fait de prise de conscience, de clarification de ce qui se passe, de comprendre des mécanismes pour pouvoir à un moment dire je veux plus de ça et je reprends le pouvoir sur ma vie. On parlait d'empowerment avant, c'est vraiment ça. À un moment j'ai dit je veux plus vivre ça, je me sors de ça parce que maintenant j'ai décidé que ça allait plus continuer comme ça. Mais souvent c'est ce moment-là qui fait bascule parce que là on décide de se prendre en main, on va trouver des gens qui nous aident et puis on commence à sortir. Mais tant qu'on est en train de vivre le truc, qu'on est un peu prisonnier de ça, ça peut durer longtemps en fait. Hein, ça peut se faire comme ça pendant pas mal de temps, pas mal de mois, pas mal d'années. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est intéressant de nommer les choses, c'est-à-dire de mettre des mots sur ce qui se passe. Autant avec l'autre, quand l'autre il fait ça et dit j'arrive depuis 5 minutes et depuis 5 minutes tu as fait que me dire que ce que j'ai fait c'était nul et que ça n'allait pas, etc. Et en fait à un moment, ça me va pas que tu dises tout ça. J'aimerais que tu me respectes et qu'on ait voilà. Puis de mettre des mots une belle méta-communiquer. Communiquer sur comment on communique. Communiquer sur ce que je constate, ce que je vois et ce que je ressens et ce qui se passe. Avec des gens manipulateurs, ils auront tendance à dénigrer nos ressentis. Je me sens triste, je me sens blessé, oui, mais toi, t'es toujours blessé. Mais c'est normal, toi, t'es tellement sensible. Et puis, il y a un truc où les gens vont appuyer là-dessus, hein, les manipulateurs. Donc, ce qu'il faut faire, c'est un peu nommer les faits. Ça fait depuis 10 minutes que tu fais ça. Il s'est passé ça. Les 4 dernières fois qu'on s'est vu, tu as fait ça. Et puis ça, je nomme vraiment ce qui s'est passé. Et je ne vais pas parler de mes sentiments, puisqu'il va pas il va me dénigrer au niveau de ça. Par contre, je peux parler de mes besoins. Moi, j'ai besoin qu'il y ait du respect. J'ai besoin qu'il y ait de la sécurité dans nos échanges. J'ai besoin qu'il y ait une forme de bienveillance dans nos interactions. Là, je vois qu'il n'y a pas du tout ça.
Et ça va pas du tout. Et tu vois, tu peux juste arriver sur le constat. Voilà ce que je vois, voilà quels sont mes besoins, et je vois que j'ai pas du tout ce que j'aimerais et ce que j'ai besoin dans cette relation. C'est difficile, ça veut dire je suis dans une position de soumission et je dois revenir à une position d'égal à égal. Et ça demande de l'énergie, du courage, parce que ça fait peur aussi de changer. On a peur de la colère de l'autre, etc. Donc, mais c'est une vraie relation saine, c'est une relation où on se remet à niveau. Un truc aussi qu'on peut faire, c'est quand l'autre nous dit quelque chose. Ça, c'est pour les manipulations. Quand c'est de l'emprise, c'est plus compliqué. Mais dans une manipulation, on peut dire, ou quelqu'un essaie de jouer un jeu, et nous, on voit qu'on n'est pas bien, un truc qui joue pas, on n'est pas obligé de répondre tout de suite. On peut dire, je réponds, je reviens vers toi dans 1 heure, je reviens vers toi demain. Je te réponds pas maintenant. Voilà. Puis il faut pas trop parler, parce que le risque, c'est que la personne reste silencieuse, puis nous regarde, puis là, on commence à meubler. Donc il faut pas meubler. Il faut juste dire, je réponds, je dis pas plus, je réponds pas maintenant, je te répondrai demain. Point. Je m'arrête de parler. Mais comme ça, ça montre à l'autre qu'on rentre pas dans son jeu. Hein. Le truc, c'est on peut donner les conditions de quand je vais répondre, comment je vais répondre, dans quel lieu je vais répondre. On a le choix. On n'est pas obligé de suivre ses obligations. On peut aussi se positionner par rapport à ces choses-là. Voilà, ça c'est des choses, je dirais, générales. Puis après, il y a cette histoire de responsabilité. Moi, je suis responsabilité à 100%. Je suis responsable à 100% de mes émotions, de mes besoins, ce que je fais pour les satisfaire. L'autre, il est responsable à 100% de ses émotions, de ses besoins. Si l'autre, il me culpabilise parce que t'as pas été sympa et puis t'as pas fait ça, c'est sa manière de répondre. Ça lui appartient à 100%. Moi, j'ai fait ce que j'ai trouvé juste. Alors peut-être je t'ai blessé, mais ça t'appartient. Ta réaction, ton émotion, ta culpabilisation, tout ça, ça t'appartient. Je suis pas responsable. Donc il y a cette histoire de pas entrer dans la culpabilisation, mais de vraiment se responsabiliser et responsabiliser l'autre sur ce qui se passe chez lui. Hein, donc voilà. Et puis je suis pas obligé d'entrer en matière que mais je t'ai fait souffrir, je suis désolé. Non, c'est ta manière de prendre les choses. Voilà. Et puis il faut avoir, en fait, c'est pas naturel pour des personnes de type empathique qui ont tendance à être dans ces relations de pouvoir. Mais vraiment, il faut arrêter d'être empathique avec le bourreau dans ces moments-là. Et il faut réussir vraiment à dire, je veux une relation égal à égal, où je suis respecté, je respecte l'autre. Et puis souvent c'est difficile parce qu'on n'est pas du tout respecté et on continue à respecter l'autre. Donc il y a un moment où il faut vraiment dire, moi je vais pas continuer. Enfin il faut remonter dans cette estime de soi pour plus accepter ces histoires d'intimidation, de mépris, de négligence, tout ça, pour poser sa limite clairement. La colère, on va ressentir à un moment. Moi, j'aime bien dire, la colère, elle peut être dirigée vers l'autre. Tu es un égoïste, tu es un manipulateur, tu es... Mais en fait, quand on est sur le tu, il y a 3 doigts qui dirigent vers moi. Et puis ces 3 doigts, c'est j'observe ça. Je me sens hyper agacé et j'en peux plus. Et là, ça va trop loin. Et le dernier, c'est le besoin. J'ai besoin de respect. J'ai besoin maintenant de retrouver une relation saine. J'ai besoin de retrouver une bonne estime de moi. Et là, je pose ma limite. Et maintenant, ça va être stop avec ce genre de choses. Voilà, c'est ce genre de posture qu'il faut réussir à reprendre. C'est cet empowerment qu'il faut récupérer. Et pour le réussir à reprendre, ce que tu disais, Aude, cette idée que ça vient d'une dynamique relationnelle qui est toxique, mais on a besoin, et c'est pour ça que je trouve que l'accompagnement et la tierce personne dont tu parlais, Yann, est fondamental. On a besoin d'une autre personne qui vient nous regarder d'un autre point de vue, avec bienveillance, avec écoute, avec compétence aussi, pour juste regarder les faits et de son point de vue et de son système de valeurs, détaché de l'émotionnel et du trauma neurobiologique, dire ça c'est ok, ça c'est pas ok, et aider à renforcer la personne à pouvoir remonter dans son estime et du coup affronter l'autre en face quand c'est nécessaire et reprendre cette force-là. Donc l'accompagnement, ça passe aussi du coup cette guérison par une dynamique relationnelle saine en fait. Oui, comme on dit, dans le trauma, on est seul, on se retrouve seul à vivre son trauma, même si on est entouré, mais on a le sentiment de solitude, on n'est pas accompagné. Quand il y a trauma, il y a la solitude. Par contre, pour sortir du trauma, on est accompagné. On a besoin des autres.
hein. C'est pour ça que l'IA est encore bien limitée. L'IA thérapeute, c'est pas encore ça, hein. Non, c'est fondamental. On a besoin d'un autre cerveau limbique en face de nous. On a besoin le relationnel. Les neurosciences révèlent de plus en plus à quel point le cadre relationnel est fondamental dans le processus de guérison, hein, parce qu'il y a plein de choses qui se jouent entre les cerveaux limbiques et dans la régulation du système nerveux. Donc, en effet, il y a, pour sortir de ces engrenages, vraiment une conscientisation sur nos propres fonctionnements. Et on en a tous, évidemment, hein. Donc, comme Yann nous a parlé du triangle de Karpman, de ces rôles inconscients qu'on mène dans les relations, des biais cognitifs autant que possible, hein, de comprendre qu'est-ce qui se joue, quels sont les leviers qui sont employés et qui nous projettent. J'ai envie de dire aussi que pour les personnes hautement empathes qui ont des grands idéaux, ces idéaux sont souvent exploités comme des leviers, justement. Parce qu'elles aiment embrasser des causes, elles ont besoin de faire des choses même sans solde, j'entends sans rémunération, mais qui fassent du sens pour elles. Hein, c'est des personnes qui ont souvent des grands idéaux, souvent aussi un peu visionnaires, hein, tournés vers l'avenir, vers comment être dans un monde plus coopératif, plus juste, avec une meilleure répartition des ressources, etc. Hein. Donc ces biais-là, de vouloir bien faire, c'est justement souvent, ces qualités peuvent souvent être employées. Et je pense qu'il faut pas être naïf, peut-être de voir aussi comment, même dans des relations qui peuvent paraître anodines, mais en réalité comment ces qualités peuvent être exploitées, hein, d'une certaine manière. Donc oui, comprendre de quoi on est fait, hein, connais-toi toi-même pour pouvoir comprendre mais quelles sont nos forces et nos faiblesses et quelles sont les forces qui peuvent être exploitées aussi, je dirais, par les autres, hein. Et puis la régulation, effectivement, parce que oui, c'est vrai que certaines situations sont complexes et vont prendre du temps pour pouvoir se décanter, mais quand on engage un processus de régulation, moi ce que j'observe, c'est que les choses peuvent aller aussi extraordinairement vite. Les symptômes peuvent se dissoudre très vite aussi. Il y a des choses, le corps, notre système nerveux a une telle intelligence que quand il fait sa régulation, il peut aller adresser tellement dans le trauma complexe, hein, c'est comme une pelote de laine, je dis souvent, on tire sur un fil, mais ça va toucher à toutes sortes de parties de la pelote. Et donc quand on commence la régulation, on touche à plein de sujets, on va dire connexes, on va dire, hein, au sujet avec lequel on part. Hein. Donc l'effet, c'est comme la boule à facettes, hein, de la disco. L'effet, il est vraiment multiple. Il est souvent étonnant pour beaucoup de personnes parce qu'il a un effet positif sur, au final, des résultats positifs sur plein d'aspects différents. Et qu'on n'attend pas. Et puis, reconstruire des frontières saines, comme Yann le mentionnait, quoi. Arrêter de valider ce que fait, arrêter d'être en pâte avec un abuseur ou un bourreau, effectivement, et commencer à prendre soin de ses propres frontières pour retrouver une véritable liberté de choix. Ça, c'est le 4e point, je dirais, de pouvoir sortir vraiment de ces logiques, hein, de codépendance, de récompense, de punition, redévelopper cette autonomie, cette auto-validation, hein, qui passe aussi par une autorisation de se donner une meilleure vie, hein, de se dire qu'on mérite mieux que ça. Ça, c'est fondamental aussi, je dirais, hein, quand l'estime de soi a été beaucoup entamée et que les conditionnements sont très forts, en particulier dans certaines cultures familiales, hein, où il y a peut-être aussi plus de soumission de genre aussi, faut le dire très clairement, ça fait que il peut y avoir de l'emprise à différents niveaux. Et puis j'avais aussi envie de rebondir sur Yann, je crois que tu avais quelque chose d'intéressant à dire au sujet de la motivation intrinsèque et extrinsèque. Oui, c'est vrai que ça c'est un thème qui est, je sais pas s'il est tellement à cet endroit-là, mais on peut en parler parce que je trouve que c'est chouette. On sait que
si par exemple on a un groupe d'enfants et qu'on leur demande de faire un dessin, les enfants, ils vont dessiner, faire chacun leur dessin, on va les mettre au mur, puis on va dire regardez comme c'est beau, c'est super ce que vous avez fait. Et les enfants vont être super heureux et super contents de ce qu'ils ont fait. Par contre, si on leur dit et puis qu'on refait ça dans 2 jours plus tard et de nouveau, regardez comme ils sont beaux, regarde, voilà, puis ça nourrit en fait la motivation intrinsèque, c'est-à-dire j'ai du plaisir à faire un dessin, on aime faire ça et on aime partager cette activité ensemble. Si je dis aux enfants, maintenant que vous avez fait des beaux dessins, vous allez avoir tous des biscuits, bravo, grâce à vos beaux dessins, vous avez des biscuits. Eh ben, la prochaine fois, ils vont dire j'aime bien dessiner, mais j'aurais peut-être un biscuit à la fin. Puis si je leur donne encore un biscuit, eh ben, ça devient de plus en plus, je fais le dessin pour avoir un biscuit. Et j'ai de moins en moins de plaisir à dessiner parce que j'attends la récompense à la fin. Donc la motivation qui était intrinsèque, qui était interne, qui était en lien avec j'aime faire une activité pour elle-même parce qu'elle fait du sens, parce qu'elle est chouette, ça devient je fais cette activité parce que derrière, j'ai une récompense. Et la motivation n'est plus intrinsèque, interne, elle est externe, elle est externalisée. Et donc, les gens qui viennent, par exemple, en thérapie, je viens en thérapie parce que ma femme va me quitter si je fais pas une thérapie. Alors, ça, c'est de la pure motivation externe. Mais s'il fait de la thérapie, puis qu'on valorise ce qu'il fait, puis qu'il commence à dire, ah ouais, depuis que je fais ça, je commence à aller mieux, je me sens bien, ça devient de la motivation interne, intrinsèque. Hein. Ça devient du coup quelque chose d'internalisé. Je vois le bénéfice que ça m'apporte. Après, il y a plein de niveaux dans ces motivations internes. Ça peut être, je fais ça parce que je suis quelqu'un qui travaille sur moi et donc je suis quelqu'un de sain. Donc je fais ça parce que ça correspond. Puis ça correspond à une image que je me fais de moi-même. Ça correspond à mes valeurs. Ça correspond à peut-être aussi le bénéfice que j'en ai. Quand je fais beaucoup de thérapie, après, je vois que je suis de meilleure humeur. Donc, je le fais parce que je sais que j'ai des bénéfices après. C'est toujours une motivation intrinsèque, mais quand même un peu liée à un résultat. Tandis qu'il y a le plus pur, c'est celui où je suis hyper heureux de faire ça parce que j'aime la faire, ça en soi. Voilà. Comment on peut retourner ça? C'est quelle est ma motivation à rester avec quelqu'un? Est-ce que je reste avec quelqu'un que j'aime ce que je vis avec cette personne parce que ça me nourrit, ça me comble, j'aime la qualité de nos échanges, etc. Je reste parce que si je pars, je sais pas où je vais habiter. Si je reste parce que si je pars, je vais retrouver personne. Ça, c'est des peurs c'est pas une motivation. J'aime être avec la personne. C'est j'ai peur des conséquences. Donc c'est de la peur. C'est plus de l'amour. C'est plus du lien en fait. Donc ça aussi, ça peut être un espace où on peut se questionner. Pourquoi je suis avec cette personne? Qu'est-ce qui fait que je reste? Est-ce que c'est de la peur ou est-ce que c'est de l'amour et c'est du plaisir et c'est de la satisfaction? Voilà. Ça, je pense que c'est un bon critère à évaluer. C'est pour ça que je voulais que t'en parles, Yann, parce que ça me semble essentiel, en fait, de faire cette distinction entre pourquoi je le fais, en particulier pour le public, notre audience qui est de personnes très sensibles et hautement empathes, parce qu'il y a souvent cette perte de repère de qui je suis sans correspondre à la conformité. Tu vois. Et du coup, face pour le sujet de sortir de ces emprises, ces jeux de pouvoir, etc., mais face à une autorité, voilà, qui va peut-être en plus rejouer des schémas pour moi, hein, que je connais déjà, qu'elle soit légitime ou pas, comment je sors de cette influence? Eh bien, c'est en se reconnectant quand même à cette motivation intrinsèque reliée à nos besoins fondamentaux et ce qui nous met en joie dans notre vie, si je comprends bien. Complètement, ouais. Ah ouais. Quel est le moteur? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est le plaisir d'être en lien? Est-ce que c'est la profondeur de nos échanges? C'est la spiritualité qu'on partage? Enfin bref, toutes ces choses-là qui me nourrissent? Ou est-ce que c'est la peur et puis ce qui me... Voilà, et ça, c'est très différent en fait. Après, dans la vraie vie, on a souvent un mélange un peu de tout ça. Ça peut être j'aime mon mari, je suis attaché, ça fait des années que je suis avec. J'aime beaucoup les sorties et les vacances qu'on fait ensemble, mais en même temps, c'est vrai que c'est quand même sacrément lourd et bref. Et puis du coup, on est fait de plein de parts, plein d'aspects internes. Peut-être ça, je pourrais encore juste rajouter, c'est que il y a des situations dans lesquelles on peut avoir, typiquement le manipulateur, il va nourrir chez nous le critique intérieur.
on va se dévaloriser, on va dire je suis qu'une merde, je suis nul, voilà. Puis une relation où ça nourrit le critique chez nous, c'est une relation qu'il faut fuir au plus vite parce que c'est une relation où on va pas pouvoir s'épanouir. Une relation qui nourrit en nous des parties de dévalorisation, de dénigrement, de peur, c'est des relations qu'il faut fuir. Des relations qui nourrissent chez nous des parts belles, de joie, de profondeur, de beauté, etc. Ça, c'est des relations qui nous construisent. Donc, on peut juste se dire quelle part de moi est nourrie dans cette relation, quelle part n'est pas nourrie. Et ça peut être déjà aussi un joli curseur de dire à quel endroit ça me convient, à quel endroit ça me convient pas. Ouais. Je trouve que c'est effectivement une bonne manière de conclure, de poser toutes ces questions et de revenir à se connecter à soi et ne plus chercher de manière extrinsèque justement la récompense et de se reconnecter à ses besoins, qu'est-ce qui va nourrir ses propres besoins par soi ou les relations, parce qu'effectivement on n'est pas seul dans ce monde et qu'on a besoin de relations qui vont nous nourrir et d'avancer au mieux, puis d'être accompagné dans ce chemin. Si c'est effectivement les personnes qui regardent ces vidéos et qui arrivent jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Déjà, c'est d'être accompagné pour moi que de regarder des vidéos, c'est déjà d'ouvrir le champ, de prendre un peu du recul et puis d'aller au mieux ensuite avancer avec ce qui a été proposé là. Et puis toutes les infos pour retrouver Aude sont dans la description. Et puis également, Yann, tu peux nous dire peut-être un peu où on peut te retrouver et quelles seraient les connexions qu'on pourrait faire avec toi pour aller plus loin. Ouais, alors moi j'ai un site internet, c'est www.communique.ch, communique IK à la fin. En fait, je m'adresse plus aux entreprises, aux organisations. Mais si des gens ont envie d'un accompagnement individuel, je suis tout à fait ouvert à ça. Je travaille avec les constellations familiales, le travail sur les parts intérieures et puis la communication non violente comme outil. Voilà. Merci beaucoup Yann en tout cas pour ta présence. Et puis Aude, je te laisse l'honneur de terminer cet épisode, cette série de 3 épisodes et de nous partager ton dernier mot. J'ai trouvé que la conclusion que vous avez faite est déjà super, vraiment, et j'ai trouvé parfait de terminer sur cette idée du critique intérieur, qui est un concept qui vient, on peut peut-être le dire, du voice dialogue, du dialogue des voix intérieures, qui est une méthode basée sur la psychologie jungienne. Dans laquelle je suis aussi formée et du coup on en a beaucoup parlé avec Yann, et c'est vrai qu'on part du principe, c'est selon la vision jungienne, que selon la loi des opposés, que toutes nos parties dominantes ou nos voix dominantes sont celles qui forgent notre personnalité en général, un perfectionniste, un grand idéaliste, un artiste ou je ne sais quoi, mais que toutes ces parties ont des voix opposées qui sont souvent dans l'ombre. C'est-à-dire qu'elles sont souvent peu entendues, réprimées, et ces parties ont parfois quand même un besoin de s'exprimer parce que les autres sont trop dominants. Donc pour pouvoir les réguler, on a besoin d'aller écouter aussi ces parties qui restent dans l'ombre. Et le critique intérieur, qui est parfois appelé aussi le juge, il est vraiment, c'est souvent, je l'ai chez tous mes clients. C'est vraiment une partie qui est très dominante, qui travaille aussi avec la partie qui est perfectionniste, et aussi la partie qui pousse, le pusher, comme on dit, la partie qui nous pousse toujours à aller plus loin en avant, sans même reconnaître nos victoires. Et ce qu'on a pu déjà faire de bien, ce qu'on a pu déjà réussir. Non, c'est toujours voir le manque, voir le verre à moitié vide et ce qui n'a pas encore été fait. Donc il y a le côté comme ça, le pusher, critique et perfectionniste, qui c'est une équipe assez ardue, avec laquelle travailler, mais qu'on peut aussi aller réguler en allant rencontrer en fait ces self opposés. Et qui mène au burn-out. Qu'est-ce que tu dis, Yann? C'est le trio d'enfer, c'est le critique, le perfectionniste et le pusher. Ouais. C'est ceux qui sont les plus efficaces pour nous amener au burn-out, l'épuisement. Avec la partie responsable aussi, le burn-out. Celle qui veut jamais lâcher. Donc voilà, on a en tout cas des parts intérieures qui sont utiles quand elles sont modérées, mais qui peuvent être dangereuses si elles sont pas équilibrées. Ouais. Ouais.
Très bien, je pense que ça pourra faire le sujet d'autres épisodes aussi à développer sur ta chaîne, Aude. Merci en tout cas à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis au bout de ces 3 épisodes. Si vous êtes arrivés sur celui-ci en premier, regardez les 2 autres, tout sera dans la description, les liens aussi pour retrouver tout le monde. Et puis merci pour votre présence. N'hésitez pas à commenter également, ça nous permet de prolonger les échanges en commentaire. Allez voir aussi ce que propose Aude, évidemment, tout est dans la description comme je vous le disais. Et puis je vous remercie encore tous les deux et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci infiniment, Julien. Et merci beaucoup, Yann, pour ton expertise. C'était passionnant. Merci. Merci. Bon plaisir. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao.